bien le bonjour. Alors on a sorti la grosse prod pour cette vidéo épisode de podcast. Si vous regardez en vidéo, vous voyez que on a mis des petits ballons dans le setup. Petite musique d'anniversaire, pourquoi ? Parce que le jour où sort ce podcast, on est le jeudi 5 décembre et c'est mon anniversaire. Ce sont mes 24 ans. Et pour ces 24 ans, j'ai pris un petit moment introspectif pour vous livrer 12 leçons apprises ces 12 derniers mois. Cette vidéo s'annonce donc riche en transmission, riche en partage, et j'avais envie qu'on la commence de manière festive, donc c'est chose faite. Maintenant, hop, petit bruit de chaise, on s'installe confortablement. J'ai mes petites notes puisque quand même j'ai mes 12 leçons bien ancrées, bien vécues, mais pas forcément bien écrites dans la tête. Pour vous parler de ces 12 leçons, vous partager ces 12 leçons, je les ai divisées en 3 catégories. On va avoir la première partie mindset, état d'esprit, la deuxième partie communication et relations, et la troisième partie accomplissement. C'est parti directement, sans transition, pour la partie 1. Si avant, petite transition tout de même, pensez à vous abonner au podcast, à la chaîne YouTube. Dites-vous que c'est votre cadeau d'anniversaire pour moi et je vous en serai vraiment reconnaissante. D'ailleurs, vous verrez dans un des principes, justement, une des leçons de cette année, c'est de oser demander quand on veut quelque chose. Donc je vous le demande. Ça m'apporte beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Si vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, vous pouvez mettre un abonnement sur la chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner au podcast, mettre un commentaire, le partager autour de vous. Si ce que je vous partage vous aide, ça peut sûrement aider d'autres personnes. Voilà pour ces petits instants cadeaux. On passe maintenant à la partie mindset et la première leçon que j'ai à vous transmettre. C'est la première, et c'est pas pour rien, parce que c'est vraiment la leçon top 1 de cette année que j'ai eu assez rapidement dans l'année. Ce qui est bien, c'est que vu que j'ai mon anniversaire en décembre, quand je fais un bilan de l'année ou un bilan de mon anniversaire, c'est la même chose. Donc ça fait en même temps bilan de l'année, même si on en fera un vrai dans les prochaines vidéos. Top 1 de mes 12 leçons, c'est douter, c'est questionner ce que je crois de vrai. Je vous ai pas mal parlé du doute cette année sur le podcast, comment le dépasser, etc. Il y a différentes vidéos à ce sujet. Je vous mettrai tous les liens, toutes les références des podcasts et des vidéos que je cite dans la description. Comme ça, vous pouvez aller plus loin sur les sujets. Mais c'est vraiment cette leçon très importante et qui va me suivre toute ma vie, c'est que douter, c'est questionner ce que je crois de vrai. Ça veut dire que quand je doute, ce n'est pas mal en soi. C'est désagréable, c'est inconfortable parce que le douter, ça veut dire aussi beaucoup de rumination, remettre en question les choses, peut-être devoir arrêter certaines choses, etc. Se rendre compte qu'on n'est pas forcément à la bonne place, au bon endroit, qu'on ne fait pas les choses de la bonne manière. Mais justement, c'est très important de douter, de venir questionner pour comprendre qu'est-ce qui est le plus juste pour moi. Et dans cette phrase, douter, c'est questionner ce que je crois de vrai. Pour moi, en tout cas, ça m'évoque tout de suite quelque chose de constructif, de porteur. Je veux questionner ce que je crois de vrai, c'est-à-dire que je suis en quête de ma vérité. Et donc, si je suis en quête de ma vérité, c'est que je suis en quête de mon épanouissement et que donc douter me permet de me rapprocher de l'épanouissement. La deuxième leçon dans cette catégorie mindset, état d'esprit, il est important d'être honnête sur mes attentes. Ensuite, de me concentrer sur celles que je peux impacter vraiment et d'aller au-delà des attentes qui ne m'appartiennent pas. C'est-à-dire que pour différentes choses dans la vie, que ce soit des relations, des projets professionnels, des projets personnels, peu importe, on a toujours des attentes. Et c'est ok, c'est naturel, c'est humain, et c'est même bon signe finalement, parce qu'en fait ça veut dire qu'on se projette dans quelque chose. Et donc on aimerait bien que ça se passe comme ceci ou comme cela, qu'il y ait ceci ou cela, on attend de cette personne qu'elle se comporte comme ceci, comme cela. On peut aussi avoir des attentes qui peuvent parfois être des exigences envers nous-mêmes aussi. Je m'attends à me comporter de telle manière ou j'aimerais bien que ça se passe comme ceci, comme cela. Et c'est ok. Simplement quand on n'identifie pas nos attentes, on peut ressentir de la frustration pour des choses qu'on ne comprend pas. Tandis que si je suis au clair sur mes attentes,
si je suis frustrée parce que mes attentes ne sont pas comblées, déjà je comprends pourquoi, et du coup je peux savoir sur quel levier jouer pour correspondre plus, faire en sorte que la situation corresponde plus à mes attentes, mais aussi, et ça c'est donc bien ce que je vous ai dit dans la leçon, c'est important de faire la différence entre les attentes que je peux directement impacter et les attentes qui ne m'appartiennent pas, dont je ne peux rien en faire. Et j'ai pris conscience de cette leçon à un moment, c'était début de l'été 2024 du coup, où je rencontrais une nouvelle personne. Voilà, dans ma vie amoureuse, j'étais en date et je me disais, j'avais beaucoup d'attentes, beaucoup d'attentes. Et à ce moment-là, je me faisais accompagner par un coach avec l'envie de prendre pleinement le pouvoir de ma vie. Donc on abordait différents sujets et puis c'était le sujet du jour. Ok, j'ai cette relation qui débute, j'ai envie que ça se passe bien, de m'investir, puisque la personne me plaît, etc. Simplement, j'ai l'impression d'être trop exigeante, d'être difficile, d'être limite méchante parfois dans mes comportements. Donc on a pris le temps de juste venir poser mes attentes. Donc on a écrit toutes mes attentes par rapport à la relation, par rapport à cette personne. Et ensuite, on a fait 3 catégories. Les attentes qui n'appartiennent qu'à moi, les attentes qui appartiennent, dans ce cas-ci, au duo, au couple, et les attentes qui n'appartiennent qu'à l'autre. Une attente qui n'appartient qu'à moi, ça peut être par exemple j'attends que l'autre comprenne mes émotions. Si je réfléchis bien, en fait, c'est une attente qui m'appartient à moi, parce que ça veut dire, si je veux que l'autre comprenne mes émotions, ça va être à moi de pouvoir les exprimer. Quelque chose qui peut appartenir aux deux, une attente pour les deux, c'est d'avoir une communication fluide et bienveillante. Ok, là, chacun va devoir émettre du sien. Et une attente qui n'appartient qu'à l'autre, ça peut être que la personne soit ambitieuse, charismatique. Ça n'appartient qu'à l'autre. Et le fait d'avoir cette différenciation entre c'est quoi les attentes qui m'appartiennent pleinement, c'est quoi celles qui je peux avoir une influence dessus mais pas à 100%, et celles qui ne m'appartiennent pas, ça permet d'être au pouvoir de ce qui se passe et de pouvoir ajuster la situation, d'être au clair par rapport à nos attentes et du coup plus facilement jouer sur les leviers de nos attentes propres pour ressortir ce qu'on désire de la situation. Donc ça, c'était la 2e leçon. Il est important d'être honnête sur mes attentes, de me concentrer sur celles que je peux impacter et d'aller au-delà de celles qui ne m'appartiennent pas. La 3e leçon pour cette partie mindset, c'est ok d'avoir des exigences. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de pas gentil ou de moins tolérant. Ça, c'est valable pour tout. Notamment, c'est une leçon apprise aussi par rapport à cette histoire de relation amoureuse que je vous partageais juste avant. J'ai toujours eu du mal dans mes relations, ou davantage dans mes relations amoureuses, de poser mes limites, de dire ça c'est ok pour moi, ça c'est pas ok pour moi. Parce que j'ai envie que l'autre se sente bien. J'ai envie que l'autre se sente bien, que l'autre soit bien, soit heureux, soit content, quitte à moi être plus flexible et poser moins mes limites. Et parfois ça se fait sans que j'en ai forcément conscience. Et du coup, prendre conscience, de me poser et de me dire ok. Dans mes anciennes relations, là par exemple, mais ça se passe aussi pour les projets où là, je vous parle d'une situation, relation amoureuse affective, mais aussi les relations amicales, les relations familiales, les relations peut-être de travail. C'est pareil, juste quand on est en relation, on a besoin de poser notre cadre aussi. Et donc moi, par rapport aux relations, je me suis dit, ok, dans les relations précédentes, il y a ça qui s'est passé, je suis pas ok, ça c'est pas ok, ce comportement-là, je veux plus l'avoir parce qu'il me dessert. Et prendre le temps de me poser sur ça, de lister ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire, encore une fois, peu importe le type de relation. Et de me dire, en fait, ok, moi j'ai envie que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Bon, et du coup là, ça fait lien avec la leçon numéro 2, aussi veiller à dire c'est quoi mes attentes là-dedans, et ce sont lesquelles qui m'appartiennent, mais aussi comprendre vraiment que j'ai le droit en fait de pas être d'accord avec ça, de vouloir ça, de ne pas vouloir ça. J'ai le droit moi aussi de poser mon cadre, de m'affirmer, et de mettre dans la réalité ma perception des choses. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas évoluer, mais j'ai le droit en fait de poser mes limites, de poser mon cadre, et ça ne veut pas dire que je suis égoïste,
Ça veut pas dire que je ne suis pas altruiste ou que je ne suis plus gentille ou que je ne suis pas tolérante. Ça veut juste dire que je me respecte, que je pose mon cadre. Donc ça, c'est aussi une grande leçon. Et d'ailleurs, j'en avais fait un épisode de podcast, pareil, je vous mettrai les références dans la description, pour justement parler du fait que me faire passer avant les autres, ce n'est pas égoïste. Et du coup, c'est forcément lié avec le fait de oser poser mes exigences et mon cadre. La 4e leçon pour clôturer cette partie mindset, c'est que l'amour est le plus grand remède à nos problèmes. Et oui, généralement, on se prend le chou pour beaucoup de choses, on est beaucoup en résistance, que ce soit avec nous-mêmes, avec le monde extérieur, avec l'autre. Il y a beaucoup de friction, beaucoup d'endroits où on se cherche des problèmes alors que parfois il n'y en a même pas. D'ailleurs, c'est une leçon que j'aurais pu rajouter en plus, c'est que souvent je me crée des problèmes là où il n'y a pas de problème. Et donc me poser cette question de « Ok, je me prends la tête sur ça, mais est-ce que c'est un vrai problème ou est-ce que j'ai juste besoin de dézoomer, regarder la situation autrement et puis c'est bon, on continue ». Ok, donc l'amour c'est vraiment le plus grand remède à nos problèmes. Et il y a une question que je me suis posée récemment et qui m'aide vraiment, et je sens qu'elle va avoir un grand impact dans ma vie et ma manière justement d'aborder ces problématiques-là, c'est de me dire, en partant du principe que je m'aime pleinement, je pars du principe que je m'aime pleinement, comment est-ce que je m'accompagne dans cette situation ? Parce que souvent, on est très dur envers nous-mêmes. Très dur envers nous-mêmes, on se juge, on se critique, on est vraiment notre pire bourreau. On ne parlerait pas comme ça à une amie, à un proche, même à un inconnu. Et on se parle mal, on se critique, on se rabaisse. Donc cette question, elle est vraiment très précieuse. En partant du principe que je m'aime pleinement, comment est-ce que je m'accompagne dans cette situation ? C'est-à-dire, là je me sens pas bien, comment est-ce que je m'accompagne ? Et cette question, elle permet aussi de réussir à se bouger le cul parfois quand on en a besoin. Par exemple, j'ai la flemme, je sais que je devrais aller courir, mais j'ai la flemme. Et au final, je sais très bien que si je n'y vais pas, je vais culpabiliser de ne pas y avoir été, ou je ne vais pas être contente de moi, etc. Donc, comment est-ce que je m'accompagne dans cette situation ? Je me dis, je t'aime beaucoup, Valentine. Je t'aime beaucoup, et pour ton bien, tu vas prendre ton petit cul, tu mets tes baskets, et tu vas courir. Ok, merci. Et c'est un peu ce truc qu'on entend parfois, devenir sa meilleure amie, son meilleur ami. Oui, ok, comment je fais ? Je me pose cette question. En partant du principe que je m'aime pleinement, comment est-ce que je m'accompagne dans cette situation ? Et vraiment, cette leçon de l'amour est le plus grand remède à nos problèmes, ça nous invite à être connectés en fait à notre humanité, à se défaire de tous nos schémas, etc. Et d'être dans l'amour, moins dans le jugement, et de venir mettre de la douceur plutôt que insister là où ça fait mal. On clôture cette partie mindset du coup avec ces 4 leçons. Je vous répéterai toutes les leçons à la fin, les 12 leçons. Je vous invite dès maintenant à me dire dans les commentaires laquelle des leçons vous parle le plus. Et si vous avez envie que j'aille aussi plus loin sur l'une ou l'autre, je pourrais faire un épisode dédié. Passons maintenant à la deuxième partie de ces 12 leçons. La partie qui s'appelle communication et relations. La première leçon de cette partie, qui est donc la 5e, tant que je ne le dis pas, le monde ne le sait pas. On part souvent du principe, je dis on, mais je parle pour moi surtout, mais je pense qu'on est plusieurs à vivre ça. On part souvent du principe que les gens devraient le savoir, que ça se voit, que franchement, ils pourraient au moins y penser. Mais on n'est pas là pour faire des suppositions tout le temps. Si on ne communique pas, le monde ne peut pas savoir. J'ai mis le monde en gros parce que c'est les autres, c'est les projets qu'on a, c'est, voilà, si on a son esprit ouvert à ça, l'univers aussi. Tant que je ne dis pas ce que je veux, le monde ne peut pas le savoir. Et donc, elle ne peut rien y faire par rapport à ça. Et c'est pareil, ça rejoint le point précédent où on parlait d'avoir des exigences et de les communiquer. Mais c'est exactement ça. Tant que je n'exprime pas mes limites, mes ressentis, mes envies, si ça c'est ok ou pas pour moi, le monde ne peut pas le savoir. Et ça fonctionne aussi dans le sens où, tant que je ne le demande pas, ça ne peut pas arriver. Si je reprends, voilà, par exemple la relation de couple, si j'aimerais bien
que mon copain prenne plus de temps ou passe du temps avec moi le soir ou vienne s'endormir en même temps que moi au lieu d'aller jouer aux jeux vidéo par exemple, j'en sais rien. Tant que je ne dis pas que cette situation ne me convient pas, la personne ne peut pas le savoir, ne peut pas le deviner. Tant que je ne demande pas une augmentation par exemple, ça ne peut pas arriver. Et c'est donc cette leçon aussi, et vous allez voir un peu toutes finalement, à prendre nos responsabilités par rapport à ce qui se passe. C'est de se dire, je suis manifesteur, je suis la créatrice de ma vie, qu'est-ce que je veux mettre dedans ? Ok, je fais des demandes en fait. Si je veux quelque chose, je demande. Donc tant que je ne le dis pas, le monde ne peut pas le savoir. La leçon numéro 2 de cette partie communication et relations. Communiquer mes ressentis permet des relations plus humaines et me permet aussi de mieux sélectionner mon entourage. Dans le même principe que tant que je ne le dis pas, le monde ne le sait pas, communiquer ce que je ressens, je me suis rendu compte que parfois c'est difficile de dire ce qu'on pense, mais au-delà de dire ce qu'on pense et d'affirmer nos opinions, c'est parler de nos émotions, de dire en fait en cette période ça va pas trop, ou au contraire ça va très bien, parce que afficher que ça va bien, c'est parfois aussi difficile que afficher que ça va mal, puisqu'on est dans une société quand même qui se plaint pas mal, où il y a les commérages, les relations sociales se font beaucoup autour de choses qui ne vont pas, dont on peut discuter et se plaindre tous ensemble. Et puis quand quelqu'un arrive en disant « moi ça va bien, je suis super heureux », il nous saoule celui-là avec son bonheur. Donc ça va dans les deux sens. Et d'où l'importance de communiquer nos ressentis. Et quand je dis que ça nous aide à mieux choisir nos entourages, c'est que plus vous allez vous montrer du coup d'une certaine manière vulnérable, à nu en fait finalement, pleinement vous-même en osant parler de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez, plus vous allez pouvoir voir comment les personnes réagissent par rapport à ça. Il y a des personnes, moi je sais par exemple, j'ai des amis qui n'ont pas forcément eu l'habitude, que ce soit dans leur famille ou même dans leur quotidien, de parler de ce qu'elles ressentent, mais le fait que moi je prenne l'initiative, ça crée une zone confortable, une zone de sécurité pour pouvoir en parler ensemble. Tandis qu'il y en a d'autres qui pourraient totalement se fermer, juger, etc. Et là on voit avec quel type de personne j'ai envie d'évoluer. Et bien évidemment, communiquer nos ressentis, ça demande aussi d'entretenir une certaine sécurité intérieure. Et c'est pour ça que je dis bien choisir aussi à qui on a envie de partager ce qu'on ressent et dans quel contexte. Parce que, parfois, ça peut être mal pris, mal interprété, ça peut être mis contre nous et finalement cette mise à nu ne nous est pas bénéfique. D'où l'importance de entretenir une certaine sécurité intérieure, d'être bien avec soi-même par rapport à ça et ensuite de communiquer nos émotions si on le souhaite. La troisième leçon de cette partie communication et relation, communiquer mes ressentis, ça veut aussi dire communiquer de manière non violente, c'est-à-dire ne pas directement accuser l'autre. Tu as fait ça, je me sens comme ça, tu. Donc ne pas directement accuser l'autre, mais exprimer ce que je ressens par rapport à la situation. Ça m'est arrivé plusieurs fois cette année, notamment dans le cadre professionnel. Il y a des situations qui ne me convenaient pas. Je exprime mes ressentis sans accuser l'autre, sans dire « tu as fait ça, tu es le mal, tu m'as pas compris ». Non. Voilà ce qui se passe dans la situation, dans les faits. Et voilà comment je me suis sentie par rapport à cette situation. Le fait de faire ça, ça permet déjà d'ouvrir l'échange. Et surtout quand on aborde une discussion en parlant de nos ressentis d'abord, de comment nous on a vécu le truc, de c'était quoi notre perception, l'autre se place directement en posture d'écoute, d'empathie. Parce que c'est comme ça, c'est notre nature humaine. Et donc ça permet d'avoir des relations beaucoup plus saines et beaucoup plus humaines aussi. La quatrième et dernière leçon de cette partie communication et relations, c'est que chacun agit consciemment ou inconsciemment dans son propre intérêt, avec sa propre perception du monde et ses propres valeurs. De fait, le discours des autres, ce n'est pas la vérité, mais leur vérité. Par exemple, je reprends ce contexte de relation professionnelle où on a besoin d'avoir des discussions parce que parfois il y a des contrats qui s'arrêtent, parfois il y a justement des missions à revoir ou
des objectifs qui n'ont pas été atteints, ce genre de choses, ou même des conversations, simplement des conversations difficiles qu'on peut avoir parfois, où l'autre peut te faire la morale, t'expliquer ça devrait se passer comme ça, tu devrais pas agir comme ceci, comme cela, etc. En fait, c'est son schéma de perception qui n'inclut pas notre schéma d'action. Ce que j'ai noté là pour préparer l'épisode, c'est vraiment parler des conversations difficiles où l'autre peut te faire la morale, simplement, car ton schéma d'action ne rentre pas dans sa perception de comment le monde devrait être. Et ça fait du bien d'avoir ça en conscience, que chacun agit avec sa propre perception, ses propres valeurs, ses propres intérêts. Et donc, la manière dont on s'exprime, elle part de notre carte du monde, de comment nous on voit les choses. Et donc, quand parfois on reçoit des critiques, on reçoit des retours sur nos comportements, nos actions, nos résultats, etc., c'est important de ne pas le prendre directement personnellement, mais de lire ce retour-là, cette communication-là, en se disant « l'autre me l'exprime avec sa propre carte du monde ». Peut-être que oui, il y a du vrai là-dedans. Peut-être qu'il y a des choses que moi j'ai envie de piocher parce que je sens que ça peut me servir à grandir, à évoluer, à en effet me remettre en question. Mais c'est pas pour autant que je dois perdre toute mon estime, toute ma confiance en moi et toute mon assurance aussi, parce que l'autre me renvoie un retour qui n'a rien à voir avec ma vision des choses. Donc très important ça. Chacun agit inconsciemment ou consciemment, son propre intérêt, sa propre perception du monde, ses propres valeurs. Et donc le discours des autres, c'est pas la vérité, mais c'est leur vérité. Tout comme moi, je connais pas la vérité, mais j'ai ma vérité. Voilà pour cette partie communication et relation. On passe à la dernière partie, accomplissement. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que j'approfondisse certains sujets, si vous avez des questions, et puis profitez-en pour vous abonner et mettre des étoiles sur le podcast. Dernière partie, accomplissement. Première leçon de cette partie, plus je place mon imaginaire dans la réalité, plus je construis une vie qui me ressemble. Je répète, plus je place mon imaginaire, tout ce que je projette, tout ce que j'aimerais avoir, toutes mes projections, plus je les place dans la réalité, je les fais vivre dans le concret, plus je construis une vie qui me ressemble. Puisque ça veut dire que j'arrête de vivre dans un monde idéal, un monde de rêve, etc. Mais je le vis dans la réalité. Et peut-être que je pense à un projet que j'aimerais faire, une personne que j'aimerais rencontrer, quelque chose que j'aimerais être, des vêtements que j'aimerais essayer, peu importe le thème. Je pense à des choses, hop là, je viens les mettre dans le concret. Pour tester, pour essayer, pour voir et pour me rendre compte finalement, est-ce que ça me correspond ou pas. Parfois il y a des objectifs ou des choses où je me dis tiens, est-ce que j'arriverais à faire ça, est-ce que ça me correspondrait, et si je faisais ça comme ça, etc. Ok, go, on le fait. Comme ça on voit, on récolte des données sur la situation, est-ce que ça nous a plu ou pas, est-ce que ça nous a correspondu ou pas, est-ce qu'il y a des ajustements à faire, des choses à arrêter, à poursuivre. On collecte des données en vivant les choses et puis on peut avancer. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo, je mettrai dans la description, sur justement ça, comment est-ce qu'on fait pour se créer la vie de nos rêves. On place notre imaginaire dans la réalité. Leçon numéro 2 de cette partie accomplissement. Grande leçon pour moi cette année. C'est ok de pivoter, de revenir sur ses décisions, de se tromper, de changer de voie, de commencer des projets, d'en arrêter d'autres. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai commencées cette année et beaucoup de choses que j'ai arrêtées aussi, notamment dans la sphère professionnelle. Un contrat que j'ai arrêté, des heures que j'ai diminuées, le documentaire. J'avais commencé la production d'un documentaire en février et en octobre, j'ai décidé d'arrêter. Et il y a beaucoup de moments où je me suis dit, et où je me dis encore parfois, que je suis vraiment instable, que j'arriverai jamais à construire, pas j'arriverai jamais à rien, mais j'arriverai jamais à construire quelque chose de stable sur le long terme, pour mon avenir. Ça ne se fait pas de changer comme ça tout le temps, c'est instable, etc. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi, blablabla. Ça, c'est quand la petite voix un peu de mon auto-sabotage, elle est ouverte dans ma tête. Mais je sais que cette partie de moi, c'est un peu la face d'ombre de la lumière qui est « je cherche mon alignement constamment ».
Et en fait, ça va ensemble. C'est vraiment les deux faces d'une même pièce. C'est d'un côté lumineux, je cherche mon alignement. De l'autre côté, je me sens instable. Et je me suis dit, ok, en fait, j'ai ces deux parts en moi, où parfois je me crois instable, mais en fait, je sais que cette instabilité, déjà, qu'est-ce que ça représente pour moi, mais surtout, elle me permet de conserver mon alignement. Et qu'elle est liée à ma force du doute, puisque maintenant je vois ça comme une force, et c'est ça aussi qui fait la force de toutes les transmissions que je peux vous faire ici aussi. C'est parce que je questionne des sujets, que je remets en question des choses, que j'ai envie d'apporter des angles de perception nouveaux, et de moi-même remettre en question mes propres pensées, mes propres réflexions. Donc, je me dis, c'est une leçon envers moi-même et un truc que je vais me répéter longtemps, je pense. C'est ok de pivoter, de revenir sur ses décisions, de se tromper, de changer de voie. Ça fait pas de nous quelqu'un d'instable ou qui ne sait pas. Et si on ne sait pas, c'est pas grave non plus. C'est juste qu'on est là pour expérimenter les choses. Et que de toute manière, c'est une phrase bateau, mais la vie c'est le changement, ça fluctue. Il suffit qu'on regarde dehors. Les feuilles sont en train de tomber. Voilà, ça change. Il y a parfois du soleil, parfois de la pluie, parfois il fait 16 degrés au mois de novembre, parfois moins 3 le lendemain. La nature aussi, elle change, elle évolue, elle pivote, elle se trompe. Donc c'est normal que nous aussi, en fait, ce soit le cas. Troisième leçon de cette partie accomplissement. L'environnement de travail influence énormément le travail en lui-même. J'ai beau adorer mon job, si je suis dans un environnement de merde, je vais commencer à détester mon travail. Peut-être que ça, vous pouvez tous et toutes observer là. Peu importe si vous êtes aux études, en recherche d'emploi, salarié, entrepreneur, peu importe. Juste observer dans votre vie professionnelle l'impact de l'environnement dans lequel vous êtes. Et l'environnement, ça comprend tant les personnes qui vous entourent dans votre milieu professionnel, le lieu où vous travaillez, la décoration, les outils que vous utilisez, les mots qui sont utilisés. Est-ce qu'il fait assez lumineux? Est-ce qu'il fait assez chaud, assez froid dans la pièce où vous êtes? À quel type de nourriture vous avez accès? Vraiment tout ce qui compose votre milieu professionnel autre que votre travail en lui-même. Je me suis vraiment rendu compte de ça, de l'importance de l'environnement, justement cette année, parce que vu que j'ai travaillé dans différents milieux professionnels, avec j'étais salariée à mi-temps, puis j'avais mon documentaire, puis je travaillais aussi en tant que prestataire, etc., avec un autre entrepreneur. Ça, vraiment, mon environnement professionnel évolue. Et puis, en tant qu'entrepreneuse, je fais beaucoup de télétravail, donc parfois j'allais bosser dans des coworking, dans des cafés, parfois chez moi, etc. Donc, vraiment, j'ai pu expérimenter différents milieux, différents environnements de travail. Et moi, je me rends compte que le télétravail, j'allais dire ça me pourrit la vie, c'est un peu drama queen de dire ça, mais c'est pas quelque chose qui me correspond. Ça peut me correspondre, mais je ne peux pas faire que ça. J'ai besoin de voir les gens en vrai, de ressentir les gens en vrai, de ressentir l'impact que j'ai en vrai. Parce que si je fais ce métier aujourd'hui de coach, d'entrepreneuse, de créatrice de contenu, c'est pour avoir de l'impact sur les gens, pour les aider à se réaliser pleinement, à s'accomplir pleinement, à avoir des déclics, à changer d'état d'esprit, à ouvrir le champ des possibles, à s'émerveiller. Et j'ai envie de ressentir cet impact-là. Sauf que quand je suis en ligne devant mon ordinateur, j'ai l'impression parfois que c'est faux, que ça n'existe pas. Petite confidence d'ailleurs, parfois je suis en appel avec des clients ou quoi. Et puis, je me dis, mais en fait, si je ferme mon ordinateur là tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Bon, d'accord, c'est pas cool pour la personne, etc. Mais en soi, je n'ai jamais vu en vrai cette personne. Et du coup, parfois, quand je suis trop en télétravail et que je ne sors pas, je sors de chez moi tous les jours, mais pour aller faire une balade, etc., je rencontre pas forcément du monde, hormis les gens que je vois en ligne ou qui m'envoient des messages WhatsApp ou des likes Instagram. C'est pas toujours sain. Et donc dans ces moments-là, je peux avoir tendance à me dire mais tout ça est fictif, ça ne repose sur rien. Et où ça me rappelle du coup l'importance de l'environnement de travail et de me questionner du coup sur ce dont j'ai besoin. Et ça, c'est vraiment une question que je vous invite à vous poser quand vous choisissez un travail, quand vous ressentez que ça va pas là où vous êtes, c'est dans quel environnement est-ce que j'évolue et est-ce que ça me correspond ou pas. C'est d'ailleurs un exercice qu'on a fait avec une amie la dernière fois. J'avais été passer 3 heures chez elle pour
l'aider à mettre de la clarté justement sur son activité professionnelle et là où elle avait envie d'aller, d'avancer. On a pris une grande feuille en mode brainstorming avec plein de couleurs, etc. Et il y avait justement un point de dans quel environnement de travail est-ce que tu as envie d'évoluer. Et ça, c'est super important. Et moi, le fait, par exemple, là, de pouvoir aménager mon bureau comme je le souhaite, d'avoir des éléments qui me rappellent d'avancer, d'avoir ces tableaux-là derrière moi, qui m'envoient aussi des petits symboles, etc. Ça m'encourage aussi à être dans un cercle vertueux. D'ailleurs, je pense, dis-moi si ça vous intéresse, je vous ferai une petite visite de mon bureau prochainement sur YouTube. Ça peut être intéressant de voir comment j'ai agencé et qu'est-ce qui me fait du bien aussi dans cet environnement, dans cet espace-là. Ça, c'était pour la 3e leçon de la partie accomplissement. Donc l'avant-dernière leçon. On passe à la dernière leçon, qui est une dimension un peu plus spirituelle. Parce que je suis, j'allais dire, beaucoup connectée à la spiritualité. Oui et non. Je me suis justement rendu compte, il n'y a pas si longtemps, que j'avais besoin de l'être davantage. Et quand je dis spiritualité, ça n'a rien à voir avec la religion ou quoi que ce soit. C'est simplement cultiver une foi. Une foi en plus grand que nous, les petits humains. Ça peut être aussi juste la foi en la nature. Justement, je vous parlais avant d'observer aussi les changements qui sont à l'extérieur. Là, je regarde par la fenêtre, je vois certains arbres complètement nus, d'autres en train de perdre leurs feuilles, d'autres tout verts. Et de voir cette diversité et cette richesse dans la nature, pour moi, c'est déjà une manière de cultiver la spiritualité. Parce que c'est simplement ouvrir son regard et son cœur à plus grand que nous, les petits êtres humains qui croyons avoir le pouvoir suprême sur la planète. Et cette leçon par rapport à la spiritualité, c'est que je suis soutenue. Et c'est une croyance vraiment que je veux avoir, que je veux chérir, parce que déjà, elle me fait du bien, et parce que du coup, elle influence ma perception des choses. Elle m'invite à regarder les clins d'œil de l'univers, j'appelle ça. Et elle m'invite aussi à faire confiance, à mettre en place des choses, comme j'ai dit avant. Il faut demander, il faut en parler. Si on veut quelque chose, c'est à nous d'agir, ok. Mais ça demande aussi de faire confiance, de savoir qu'on va placer des actions et on fait confiance. C'est comme, j'ai une image là, on fait un gâteau, on fait la recette. On a choisi nous-mêmes les ingrédients dont on avait besoin. On a réalisé la recette, on a fait quelque chose. On le met dans le four. Et une fois que c'est dans le four, on n'a plus qu'à faire confiance au fait qu'il y a un beau gâteau qui va en sortir. Mais c'est pas nous qui allons faire en sorte que le gâteau cuise. C'est le four. Et ça demande de faire confiance. C'est pareil dans la vie. On a notre recette, on a un objectif, on a envie de faire un gâteau, c'est notre objectif. On va chercher les différents ingrédients dont on a besoin pour arriver à ce résultat. On met les aliments en place, on crée notre recette, on fait notre processus. Et il y a une part de confiance qui doit se faire aussi pour que, on puisse avoir le résultat qu'on désire. Et parfois, on n'a pas le résultat qu'on désire, comme le four, on a laissé le gâteau cuire trop longtemps, ou on n'a pas mis la bonne température, ou que sais-je, le four bug, et on a le gâteau cramé, ou il est tout plat alors qu'on le voulait bien gonfler. Parfois, on n'a pas ce qu'on veut. Mais en fait, parfois, on se rend compte que tant mieux qu'on n'a pas eu ce qu'on veut, parce que peut-être les œufs qu'on a mis dans le gâteau, ils étaient pourris, on aurait été malade. Enfin bref, j'arrête ma métaphore du gâteau, je crois que vous avez compris. Mais tout ça pour dire que cette 4e leçon pour moi, c'est de me dire que je suis soutenue. C'est en même temps une affirmation que je vais me répéter, et en même temps une leçon. Je suis soutenue. J'ai besoin de connexion à une autre dimension. J'ai besoin de créer de l'espace pour justement faire en sorte que le gâteau cuise. Ça prend parfois une demi-heure, parfois 1 heure qu'un gâteau cuise. Il faut le mettre à l'échelle temps de l'humanité, on va dire, mais ça demande aussi du temps parfois, et ça c'est important. Faire confiance et se faire confiance. Et ça inclut aussi cette leçon, je suis soutenue de, comme j'ai dit avant, cultiver la foi. Et ça donne du pouvoir aussi. Si je crois que je suis soutenue, je vais forcément voir les choses d'une manière à ce que ça va dans mon sens. Que si je me dis, oh là là, je suis qu'une merde, j'aurais jamais dû être sur cette planète, personne ne veut de moi, je vais avoir un prisme qui fait que je vais voir que les choses qui sont contre moi, entre guillemets. Parce que c'est comme si j'enfile des lunettes noires, et du coup je vois tout en noir. Je cultive la foi, je suis soutenue, j'enfile mes lunettes jaunes, et je vois les choses géniales. Pas forcément dans le monde des bisounours, mais
En tout cas, les clins d'œil de l'univers. J'ai quelques exemples à vous donner par rapport à ça. Après, on va conclure cet épisode. C'est par exemple, ça m'a fait d'ailleurs bien rire quand j'ai lu ça la dernière fois, au mois de janvier 2024, je m'écris que oui, voilà, je sais, j'avais envie d'être dans une relation amoureuse, d'avoir quelqu'un avec qui partager mon quotidien, etc. Et en fait, je me suis dit, j'ai pas la place pour l'instant. Mon quotidien, il est tellement rempli, j'enchaîne demi-temps, le documentaire en plus, etc. Je fais tellement de choses que la vérité, c'est qu'il n'y aurait même pas la place pour avoir quelqu'un. Ça viendrait trop tout chambouler. Et est-ce que j'en ai vraiment envie pour l'instant ? Non. Mais je m'étais écrit, j'ai besoin de créer de l'espace. Fin juin, j'arrête mon mi-temps en tant que chargée de communication. La semaine du 1er juillet, je rencontre mon copain actuel. Voilà, on se fait des petits dates, comme normal au début d'une relation. On se met ensemble, etc. Aujourd'hui, on a même emménagé ensemble. Et c'est assez drôle, finalement, parce que ça veut dire qu'une fois que l'espace avait en effet été créé, c'est arrivé. De manière totalement inconsciente pour ma part, en tout cas. Mais les timings sont assez drôles à observer. Et moi, j'aime bien, justement, les observer avec mon prisme. On pourrait très bien dire, bon, c'est qu'une coïncidence, peut-être. Mais moi, j'ai envie de croire que je suis soutenue et que les choses arrivent quand je crée de l'espace, quand je les désire profondément, eh ben, l'univers voit ma foi, voit que j'y crois et m'aide sur ce chemin. C'est pareil, là, je réduis mes heures en tant que prestataire, donc forcément, je vais recevoir un moins gros salaire de ce côté-là. Eh ben, je reçois une somme d'argent de je ne sais où, d'un truc pour lequel j'avais travaillé un beau jour qui est en Amérique, qui me dit « Ah, on vous doit autant d'argent ». Je dis « Ah, bah ok, très bien ». Ça a été une galère pendant plusieurs mois de réussir à avoir l'argent parce qu'à chaque fois la facture n'allait pas entre les États-Unis et ici, etc. Bref. Et là, au moment où, le mois où, je vais vraiment réduire mes heures et où du coup ma facture va être différente à partir du mois prochain, bim, je reçois l'argent. Très bien. Alors moi, avec ma croyance, je me dis, je suis soutenue. Merci l'univers qui me soutient, qui m'encourage. Pareil, forcément, une fois que j'avais arrêté le documentaire, je me questionnais sur ma voie professionnelle, je me dis, ok, j'ai arrêté un gros objectif là, j'ai déjà arrêté un mi-temps, je réduis mes heures de prestataire, etc. Quid, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on avance ? Et là, c'est ce que j'appelle les clins d'œil de l'univers. Je reçois quelques messages de personnes qui me demandent du coaching. Et je me dis, ok, donc je crée de l'espace, les choses arrivent, je me cherche, l'univers m'envoie des clins d'œil. Alors, encore une fois, c'est ma perception, mais d'avoir cette perception, ça m'aide à me dire « je suis soutenue ». C'est pas tout mon destin est écrit et tracé, ça va se passer comme ça. C'est je suis pas la seule à avoir le contrôle sur ce qui se passe. Par contre, je suis la seule à avoir de la maîtrise sur le regard que j'ai sur ce qui se passe dans ma vie. Si je décide que je suis soutenue, je vais voir les choses de manière à me soutenir. Et ça, c'est très intéressant. Voilà donc pour ces 12 merveilleuses leçons. Oui, c'est ma vidéo, donc j'ai le droit de dire que ce sont des leçons merveilleuses. C'est en tout cas 12 leçons merveilleuses à mes yeux, puisque elles m'ont permis de grandir toute cette année. Et franchement, ça fait du bien de m'être posée là-dessus et de voir qu'est-ce que j'ai envie de retenir pour la suite. Je vous invite grandement à le faire, que ce soit pour votre anniversaire, comme là, ou pour la fin d'année, simplement faire votre bilan. Comme je vous l'ai dit au début, il y aura une vidéo qui va arriver fin décembre pour faire le bilan de l'année ensemble. Mais c'est déjà intéressant de se poser ces questions-là. Pour conclure, je vous invite encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, au podcast, mettre 5 étoiles, un commentaire, soutenir mon travail. C'est un beau cadeau d'anniversaire. Et puis ça permet surtout, à mon contenu d'être plus visible et donc de pouvoir aider plus de monde. En conclusion, je vous repasse les 12 leçons pour bien les ancrer. Et puis je vous laisserai là-dessus. Numéro 1, douter, c'est questionner ce que je crois de vrai. Numéro 2, il est important d'être honnête sur mes attentes, de me concentrer sur celles que je peux impacter et d'aller au-delà de celles qui ne m'appartiennent pas. 3, c'est ok d'avoir des exigences, ça ne fait pas de moi quelqu'un de pas gentil ou de moins tolérant. Numéro 4, l'amour est le plus grand remède à nos problèmes. Numéro 5,
Tant que je ne le dis pas, le monde ne le sait pas. 6. Communiquer mes ressentis permet des relations plus humaines et mieux choisir mon entourage. Numéro 7. Communiquer mes ressentis, ça veut aussi dire le faire de manière non violente. C'est-à-dire ne pas directement accuser l'autre, mais exprimer ce que je ressens par rapport à la situation. 8. Chacun agit consciemment ou inconsciemment dans son propre intérêt, avec sa propre perception du monde et ses propres valeurs. De fait, le discours des autres n'est pas la vérité, mais leur vérité. 9. Plus je place mon imaginaire dans la réalité, plus je construis une vie qui me ressemble. 10. C'est ok de pivoter, de revenir sur ses décisions, de se tromper, de commencer des projets, d'en arrêter, de changer de voie. 11. L'environnement de travail influence énormément le travail en lui-même. Et 12. Je suis soutenue. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée en fonction de quand est-ce que vous m'écoutez. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!